Salut et bienvenue pour ce Face à Pierrot du 18 août 2025. Et il y en a qui s'inquiétaient de pas voir mes chiens. Voilà, il y a Joey là et Edison. Voilà, il fait dodo. Voilà. J'espère que vous êtes rassurés. La première question de la semaine est de Christian Méry. Qu'as-tu pensé de cette première diffusion sur Ligue 1+, niveau qualité d'image et de commentaires? Par qui passes-tu pour regarder? Directement le site de L1+, Prime, fournisseur d'accès, autres. Merci, bonne semaine. Moi, j'ai pris direct l'appli sur le téléphone que j'ai basculé via mon Apple TV sur mes télés. Enfin, sur les deux télés, la télé du salon et la télé de la chambre. Ça marche très bien. J'ai eu accès à tous les contenus avant et après les matchs, donc il y a aucun problème. C'est un petit peu étonnant que ça ait bugué avec Prime. Je vois pas de raison objective à ce bug. Qu'est-ce que j'en ai pensé? En termes de contenu d'image, il est évident qu'on est sur quasi une révolution par rapport à DAZN qui ne faisait rien ou au choix qui n'avait le droit à rien. Là, il est évident que les portes sont ouvertes et que on a eu beaucoup de contenu très intéressant qui va du contrôle antidopage de Donovan Léon à Auxerre, au micro sur le pôle pendant l'échauffement de Nantes PSG, aux caméras dans les vestiaires marseillais. Je sais pas si on se rend compte de la révolution que c'est. Au niveau des commentaires, j'ai envie de dire que comme c'est les mêmes, c'est la même chose qu'avant, hein. C'est quand même très trop aseptisé. C'est-à-dire à tel point que quand t'as un Guillaume O'Haraud qui arrive avec sa décontraction et son franc-parler, ça fait du bien parce que on n'entend pas. J'ai peur qu'on entende très peu de critiques à l'encontre de quiconque pendant cette saison. En même temps, c'est la chaîne de la Ligue, ça peut aussi se comprendre, hein. Et puis c'est pas, en même temps, les gens font leur libre arbitre comme ils veulent, hein. Je suis pas certain que t'aies besoin de l'avis du mec qui est à la télé pour émettre une critique ou penser quelque chose de négatif sur quelqu'un, ou de positif d'ailleurs. Question de Fabinou Samu. Fan absolu des Canaries depuis toujours, j'ai vu une équipe contre le PSG qui ressemblait à ce que proposait Comboiré. Alors certes, débuter contre le PSG peut se comprendre, et Luis Castro en tribune. Même si le petit Ben Atta bat de l'or dans les pieds, dois-je m'inquiéter pour nos jaunes et verts? C'est marrant parce que c'était un peu le but d'un de mes tweets hier soir après le match, avec un supporter nantais qui du coup m'a proposé de participer au Space du FC Nantes, enfin sur le FC Nantes ce soir à 19h, donc j'y serai. Effectivement, sur ce match-là, il n'y a aucune différence entre le Nantes de Castro et le Nantes de Comboiré, mais l'adversaire, évidemment, y est pour beaucoup. Parce que quand tu joues contre le PSG, c'est sûr que si tu commences à vouloir te découvrir, le risque d'en prendre une terrible est important et qu'il faut d'abord songer à défendre. Alors après, il y a défendre et défendre. Je pense que c'était effectivement un petit peu excessif hier. Mais finalement, le Nantes PSG sous Comboiré, il est pas si vieux que ça, puisque c'était, me semble, c'était dans les derniers matchs du PSG la saison dernière. Ça avait fait 1-1. Et j'avais pas vu un contenu radicalement différent. Maintenant, c'est évident qu'on va attendre le Nantes de Castro contre des adversaires moins forts que le PSG. Je pense que le prochain match de Nantes, il est à Strasbourg, qui est une équipe qui joue. Eh bien, on va voir ce que va proposer Nantes face à Strasbourg. Ce sera d'ailleurs intéressant et ça peut être à l'arrivée, ça peut être un bon match. Alors, Rustin Cole, Atman est-il pour toi un joueur de coup ou un joueur régulier? Vois-tu un bel avenir pour ce joueur HPI qui semble être très sensible et avoir des sautes d'humeur?
Il y a beaucoup de joueurs de tennis qui ont des sautes d'humeur et qui sont pas HPI, mais être HPI, c'est en aucun cas un défaut. Hatman, il a un jeu, il a quand même vraiment un super service et un très très bon coup droit. C'est un petit peu malhonnête de le juger contre Sinner, parce que justement contre Sinner, tu es contre Sinner et tu es obligé certainement de surjouer un peu, et je pense qu'il a commis vraiment beaucoup de fautes par précipitation, excès de précipitation. L'incohérence du calendrier fait qu'il se retrouve déjà en qualif à l'US Open. Je pense que déjà sortir des qualifs pour lui, parce qu'avec toute la fatigue qu'il a accumulée à Cincinnati, parce qu'en plus il était quand même là déjà aussi en qualif, s'il sort de ses qualifs, ce sera déjà un excellent résultat. Maintenant, voilà, il faut voir si ce style de jeu extrêmement explosif peut tenir la distance sur une saison régulièrement. Il a 23 ans. Il a l'air, pour le coup, d'avoir vraiment la tête sur les épaules. Ça peut être un joueur intéressant. J.C. Pell. Que faisait Sarkozy aux côtés du président pour le final du Trophée des Champions? N'a-t-il pas un bracelet au mollet l'empêchant de sortir du territoire? Il me semble, j'ai pas vérifié, mais il me semble que on a ôté le bracelet électronique à Nicolas Sarkozy depuis déjà quelques semaines, pour pas dire un mois ou deux. C'est vraiment lui faire un procès d'intention inutile, parce qu'il est évident que si il avait un bracelet électronique, le voir dans la tribune à Houdin aurait provoqué un tollé de la presse généraliste, et tout le monde serait tombé dessus. Donc il est évident que s'il est là, c'est qu'il avait le droit d'y être. Faut peut-être aussi arrêter de chercher des problèmes là où il y en a pas. Il a été condamné, on lui a demandé de porter un bracelet électronique, il l'a porté, on lui a retiré, il fait ce qu'il veut, voilà. Valère 22. Giroud qui marque pour son retour en Ligue 1. Je trouve que l'histoire est belle pour lui, avec toutes les critiques qu'il a reçues tout au long de sa carrière. Penses-tu qu'il peut faire une saison à plus de 10 buts? Oui, 10 buts, je pense qu'il peut le faire, oui. Oui, je pense qu'il peut le faire. J'ai trouvé son match à Brest très intéressant. Des bonnes prises de balles, des bonnes remises, un but typiquement dans le style Giroud. Si physiquement ça tient le coup, effectivement, il peut rendre des grands services à cette équipe de Lille. Maintenant, voilà, quand tu as 38 ans, le physique, là on est début août, faut savoir où est-ce qu'il en sera début février, par exemple. Ça, personne ne peut le savoir. Carlito de KM. J'ai l'impression que vous n'avez pas pris de vacances cet été avec votre déménagement. Comptez-vous partir quelques jours à la rentrée? Ou est-ce compliqué avec le lancement de l'activité traiteur de Mélissa? Comment avance cette activité? Pouvez-vous nous donner en avant-première les plats que nous retrouverons à la carte? Alors, non, on n'est pas parti puisqu'on a déménagé début juillet, mais que encore aujourd'hui on est en camping, parce que bon, là maintenant, vous voyez, c'est à peu près présentable. Derrière moi, et la cuisine, pour ceux qui me demandent, la maison du voisin. Mais bon, là, il y a tous les meubles qui doivent aller à l'étage. À l'étage, la salle de bain est pas encore installée, l'électricité est pas posée, le parquet n'est pas posé en bas. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais sauf que là, on est au mois d'août et que les artisans, ils sont en congé, ils ont le droit. L'activité de Mélissa, de traiteur, elle n'est pas commencée puisqu'elle travaille dans un restaurant chez Gabriel, le restaurant où je fais régulièrement mes appels à questions le dimanche au marché de la Baule, et elle termine à la fin du mois. Donc l'activité, elle la commencera en octobre. Et c'est une activité qui tournera quand même essentiellement autour du barbecue américain, qui est sa grande spécialité. Guillaume Fouche, comme tu l'as dit dans ton débrief, personne ne se positionne sur le pôle, c'est incompréhensible, les recruteurs sont aveugles ou cherchent des joueurs plus physiques. Alors il y a ça, je pense que aller recruter l'avant-centre d'Angers pour des clubs,
c'est pas bling bling. Et puis il y a aussi, il faut quand même pas se le cacher, le fait que Angers n'a absolument pas envie de s'en séparer, de façon d'ailleurs très compréhensible, puisqu'en plus c'est déjà lui qui a marqué le premier but de la victoire du premier match, et on réclame 25 millions. Alors 25 millions, c'est une somme un peu en l'air, hein. Je veux dire, je pense que un club comme Rennes, par exemple, pourrait proposer peut-être 2 joueurs ou 3 en échange, avec une prise en charge du salaire des joueurs, vu que c'est pas un problème à Rennes, ça. Donc voilà, je pense que le prix demandé par Angers se heurte à l'absence de vraie volonté de club pour recruter le Paul, qui est effectivement un avant-centre assez atypique avec son physique. Mais moi, je pense effectivement que ça aurait été un coup à tenter. Évidemment pas 25 millions, hein, mais encore une fois en proposant des joueurs en échange, quoi. Philippe Lefebvre, que penses-tu du but litigieux du match Brest-Lille, règlement ou interprétation arbitrale? Pour moi, il n'y a même pas de débat dans cette histoire. Clément Turpin n'a pas sifflé. Bon, effectivement, l'arbitre a levé son drapeau. Il a fait une erreur, mais c'est pas lui qui décide, hein, c'est pas le drapeau. Je veux dire, les joueurs qui arrêtent soi-disant, parce qu'encore une fois, ça se discute vraiment quand tu vois les images, mais qui arrêtent soi-disant de jouer parce qu'un juge de touche a levé leur drapeau, commettent une faute, parce que c'est encore une fois la décision, il y a que la décision de l'arbitre central qui prime. Les jérémiades brestoises étaient malvenues, la réserve l'était encore plus. Heureusement, ils sont quand même revenus à la raison et ont enlevé cette réserve qui, de toute façon, n'avait aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit. Rode Jacques, tu dis souvent qu'à Marseille, il y a toujours du psychodrame. Tu as beaucoup reproché des exils en Italie l'an dernier, mais ne trouves-tu pas que dans l'autre sens, les médias en font beaucoup trop, avec l'embrouille du vestiaire après la défaite à Rennes, qui me semble être un simple clash et qui peut arriver dans n'importe quel club de foot? Oui, ça peut arriver dans n'importe quel club de foot, mais ça n'arrive pas dans tous les clubs de foot après une défaite, surtout une défaite dans un premier match. Encore une fois, je suis désolé de confirmer ce que je dis depuis un moment, mais cette façon qu'ont eu les Marseillais de réagir à cette défaite inaugurale à Rennes, elle est quand même extrêmement symptomatique de l'hystérie qui entoure ce club, qui oscille entre l'optimisme béat après c'est vrai, de très bons matchs amicaux, et qui passe quasiment en situation de psychodrame après une défaite. Une défaite broquée à 11 contre 10 à Rennes, contre une équipe très bien organisée défensivement. Bon, tu touches 2 fois le poteau. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Maintenant, de là à ce que Rabiot et Hérault en soient quasiment à s'alpaguer, non, je suis désolé, ça n'arrive pas dans tous les clubs après tous les matchs. J'ai quand même dans ma carrière été dans énormément de vestiaires après les matchs et après les défaites. Je n'ai personnellement jamais vu ça. Donc, encore une fois, c'est quand même une spécificité marseillaise d'être toujours en surréaction. Mais c'est à l'image des supporters, c'est-à-dire dès que ça gagne, t'es dans un climat d'euphorie absolument incroyable, et effectivement là, une équipe de Marseille peut devenir extrêmement dangereuse. Et quand ça perd, et ben c'est tout de suite, vous êtes des chèvres, vous faites honte au maillot, allez tous vous faire nana. Le très haut est trop éloigné du trop bas à Marseille.